Perdus au milieu des rochers meurtris par le gel, deux minuscules points noirs avançaient péniblement le long d'un sentier à peine visible dans l'immensité majestueuse de la vallée de Liolong. Une vallée désolée, décharnée et abandonnée, balayée par un vent glacial dont le hurlement était couvert, à intervalles réguliers, par les cris des aigles noirs. Juchés sur des chevaux, les deux silhouettes progressaient péniblement vers une gigantesque barrière de granit, haute de plus de 500 mètres, le long de laquelle s'écoulait, en un lent filet d'eau, la source de la rivière Tsangpo. Le sentier s'enfonçait dans l'ombre d'un défilé pour mieux réapparaître quelques dizaines de mètres plus haut, taillé à même la roche, le long d'une crête qui disparaissait plus loin entre deux aiguilles acérées. L'immensité gelée de trois des géants de l'Himalaya, couronnée d'une brume de neige perpétuelle, le Dhaulagiri, l'Annapurna et le Manaslu, constituaient le décor éblouissant de ce tableau magique que surmontait une mer de nuées orageuses. Les deux voyageurs remontaient la vallée en se protégeant des assauts du vent, emmitouflés dans des pèlerines à capuchon. Leur long périple touchait à son terme et ils avançaient imperturbablement en dépit du temps menaçant, poussant du mieux qu'ils le pouvaient des montures au bord de l'épuisement. À l'approche de l'entrée du défilé, il leur fallut par deux fois traverser un torrent avant de s'enfoncer dans l'obscurité de la gorge. La Sente déroulait son étroit chemin au-dessus du torrent, parsemé de plaques d'une glace bleutée. D'épais nuages noirs roulaient dans le ciel, poussés par le vent qui rugissait le long des arêtes de pierre. Le sentier changeait du tout au tout au pied de la paroi à pic, offrant aux voyageurs un visage terrifiant. Les quatre murs en ruine d'un ancien refuge apparurent sur une langue de pierre. À l'entrée de l'étroit passage se dressait une pierre monumentale sur laquelle était gravée une prière, ses caractères tibétains polis par les mains des milliers de voyageurs soucieux d'obtenir une ultime bénédiction divine avant d'entamer une ascension périlleuse. Les deux voyageurs firent halte à hauteur du refuge et descendirent de cheval. Il n'était plus question de poursuivre autrement qu'à pied, en tenant leur monture par la bride, la roche qui surplombait le sentier étant trop basse pour permettre le passage d'un cavalier. Chaque fois que la Sente s'était effondrée à la suite d'un éboulement, de petits ponts de bois branlants assuraient la continuité du chemin, simples allées de planches sans rambarde, posées sur des madriers enfoncés dans la roche. La pente était si raide que les voyageurs étaient parfois contraints d'escalader des marches glissantes, grossièrement taillées dans la pierre, usées par les sabots des animaux et les souliers des pèlerins. Le vent avait tourné à présent et traversait le défilé en faisant un bruit sinistre, apportant avec lui des bourrasques de flocons blancs. Le ciel était si sombre qu'on aurait pu croire la nuit tombée, mais les deux voyageurs poursuivaient infatigablement leur route, se jouant opiniâtrement des escarpements et du verglas qui recouvraient les marches. À mesure qu'ils avançaient, le grondement de la cascade se réverbérait contre les parois de la montagne, jusqu'à former avec le vent une mélopée mystérieuse. Parvenus au sommet de la crête, les voyageurs s'arrêtèrent, battus par des rafales qui faisaient virevolter leurs pèlerines en leur cinglant méchamment le visage. Penchés en avant, tirant sur la bride de leurs chevaux réfractaires, ils longèrent la crête jusqu'au reste d'un village abandonné. L'endroit était inquiétant, les masures comme chamboulées par un cataclysme ancien, les briques de terre achevant de se dissoudre au milieu d'un enchevêtrement de poutres et de solives. Au centre du village se dressait un tas de pierres surmonté d'un mât artisanal sur lequel flottaient des dizaines de fanions de prière en lambeaux. L'enceinte de l'ancien cimetière du hameau s'était effondrée, et les tombes avaient fini par s'ouvrir sous l'effet de l'érosion, déversant leur lot de crânes et d'ossements le long de la pente. En s'approchant, les deux voyageurs firent fuir une nuée de corbeaux qui s'égaillèrent dans tous les sens en poussant des cris de protestation, leur croassement grinçant se lançant à l'assaut des nuages noirs. L'un des voyageurs s'avança vers un tas de pierres en faisant signe à l'autre de l'attendre. Il se baissa et ramassa un caillou usé qu'il replaça sur le tas, puis il se plongea dans une courte méditation,
sa tunique battant au vent, avant de remonter sur son cheval et de continuer sa route. Le sentier suivait une crête étroite à la sortie du village désert. Les deux silhouettes contournèrent un flanc de montagne, traqué par les assauts du vent, et découvrirent enfin les contours d'une énorme forteresse dont les toitures se découpaient sur le ciel plombé. Les deux voyageurs touchaient enfin au but. Laissant la montagne derrière eux, ils distinguèrent peu à peu les murailles rouges et les contreforts d'un bâtiment adossé à la paroi de granit. Les tours et les toits, recouverts de feuilles d'or, brillaient faiblement dans la lumière chiche. Le monastère de Xalrig Chong, que l'on pourrait traduire par « joyau de la conscience du néant », était l'un des rares à avoir échappé aux ravages de l'invasion chinoise qui avait vu périr des milliers de lamas. Le Dalai Lama lui-même avait été contraint de fuir sous la menace des armes, tandis que temples et monastères étaient rasés par centaines. Xalrig Chong avait dû sa survie à son éloignement, comme à sa proximité avec une frontière contestée avec le Népal, et peut-être plus encore à la cécité d'une bureaucratie tatillonne sous le radar de laquelle il avait réussi à se maintenir. Jusqu'à ce jour, les cartes de la région autonome du Tibet ne mentionnaient pas même son existence, un anonymat salutaire auquel ses occupants tenaient par-dessus tout. Le chemin sur lequel avançaient les cavaliers longea un éboulis au bas duquel des vautours s'acharnaient sur des restes d'ossements. « Quelqu'un sera décédé récemment », murmura le premier voyageur en montrant d'un mouvement de tête les rapaces qui vaquaient tranquillement à leur morne besogne sans se soucier des visiteurs. « Comment le savez-vous » s'étonna son compagnon. « Lorsqu'un moine décède, on découpe son corps en morceaux que l'on jette en pâture aux animaux sauvages. Dans ces contrées, voir sa dépouille servir de nourriture aux êtres vivants est considéré comme un honneur insigne. Curieuse coutume. Je trouve leur logique irréprochable, au contraire. Si vous voulez mon avis, ce sont nos coutumes qui sont curieuses. » Le sentier s'arrêtait au pied d'une poterne de petite taille qui venait rompre l'harmonie de l'enceinte. Le battant de bois était ouvert et un moine bouddhiste, vêtu d'une tunique orange et pourpre, se tenait sur le seuil, une torche à la main, donnant l'impression d'attendre les voyageurs transis. Ceux-ci franchirent la poterne en tenant leur monture par la longe. Un second moine s'approcha, qui leur prit les rênes des mains en silence, avant d'entraîner les animaux à l'écart jusqu'aux étables érigées à l'intérieur de l'enceinte. Dans la nuit tombante, les voyageurs s'immobilisèrent devant le premier moine, qui les observait sans mot dire. Le premier voyageur retira sa capuche, découvrant les traits de marbre, les cheveux d'un blond lumineux et les yeux argentés de l'inspecteur Aloysius Pendergast, du FBI. Le moine se tourna vers l'autre voyageur qui ôta à son tour sa capuche. Une longue chevelure brune se répandit dans le vent, prenant aussitôt au piège quelques flocons de neige. La tête légèrement baissée, une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux traits délicats, aux lèvres fines et aux pommettes saillantes apparut. Constance Green, la protégée de Pendergast, parcourut rapidement d'un regard pénétrant le décor qui l'entourait, puis ses yeux lavandes retombèrent sur le sol. Le moine la regarda brièvement d'un air surpris. Sans un mot, il se retourna et fit signe aux deux visiteurs de le suivre sur la petite allée de pierre conduisant au bâtiment principal. Pendergast et sa protégée emboîtèrent le pas à leur guide en silence et franchirent la porte du monastère dans lequel régnait une forte odeur de cire et de bois de santal. Les portes habillées de métal ouvragé se refermèrent derrière eux avec un bruit sourd, transformant en un simple murmure la rumeur du vent. Ils traversèrent un couloir le long duquel s'alignaient des moulins à prière en bronze qui tournaient sur eux-mêmes en grinçant, mus par quelques mécanismes invisibles. Ils s'engagèrent dans un premier couloir, puis un deuxième, s'enfonçant toujours plus avant dans les entrailles du monastère. Un autre moine survint, armé de grandes bougies posées sur des socles de cuivre, et d'anciennes fresques murales surgirent à la lueur vacillante des flammes. Au terme d'une course interminable dans un dédale de corridors, Pendergast et sa compagne pénétrèrent enfin dans une vaste salle,
dominé à son extrémité,